Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue. Je me nomme simplement W. Et je suis le dépositaire, bien malgré moi, d'un legs littéraire singulier. Un legs aussi inattendu que bouleversant. Les récits que vous vous apprêtez à découvrir s'inspirent librement de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Mais ils ne s'en contentent pas. Ils l'effleurent, s'y glissent, parfois la percutent, évoquant des enquêtes mentionnées, mais jamais racontées. Des personnages à peine entreaperçus dans l'ombre des pages. Des silences devenus énigmes. Certes, chacun sait que Sherlock Holmes et le docteur John H. Watson sont les enfants brillants de l'imagination d'un homme, Conan Doyle. Mais, si nous acceptions, le temps d'un instant, de franchir ce voile ténu entre la fiction et ce que certains appelleraient une réalité alternative. Il n'est pas besoin d'y croire pour écouter. Il suffit d'ouvrir une porte et de la refermer à la fin. Dans l'affaire du pont de Thor, le docteur Watson écrivait ceci. Quelque part, sous les voûtes de la banque Cox & Co. à Charing Cross, repose une malle en fer blanc cabossé, qui a beaucoup voyagé et porte sur le couvercle mon nom, John H. Watson, docteur en médecine, démobilisé de l'armée des Indes. Il y précisait qu'elle était bourrée de notes, de dossiers, d'affaires non publiées, certaines trop délicates, d'autres inachevées, parfois impénétrables. Il ajoutait que ces archives seraient sans doute mises à l'écart, voire détruites, et qu'il resterait nombre de récits que le public ne lirait jamais, par manque d'opportunité, ou par crainte de le lasser. Dans le pince-nez en or, Watson dit « Quand je jette un coup d'œil sur les 3 volumes manuscrits massifs qui contiennent notre travail pour l'année 1894, entre 1894 et 1901, Holmes aurait résolu bien plus d'une centaine de cas, et nous n'en connaissons qu'une poignée. » Dans le rituel des Musgrave, Watson raconte à propos de Holmes. Il se rendit dans sa chambre, d'où il revint en tirant derrière lui une grande malle métallique. Il s'immobilisait au milieu de la pièce, leva le couvercle et s'assit devant elle sur un escabeau. Elle était déjà remplie pour un tiers de rouleaux de papiers entourés de rubans rouges. « Il y a là pas mal d'affaires, Watson, » me dit-il en me jetant un regard malicieux. « J'ai l'impression que si vous connaissiez le contenu de cette malle, vous me prieriez de sortir quelques paquets au lieu d'en mettre d'autres. Seraient-ce donc les archives de vos premiers travaux ?» Watson passa ses dernières années à rédiger les récits de son ami. Il s'éteignit en 1929 à l'âge respectable de 77 ans. Il ne laissa ni épouse survivante, ni descendant connu. Son frère aîné, Henry, avait sombré dans l'alcoolisme et mourut prématurément. La succession entra donc, selon le droit britannique, dans une procédure ab intestate, sans héritier désigné. Un administrateur fut nommé. Il entreprit un travail patient, recherche généalogique, courrier, archives, recensement. Mais les guerres, la grippe espagnole, les déplacements de population brouillaient les pistes. L'aura du docteur Watson, modeste en son temps, mais grandit avec les décennies, encouragea l'administrateur à poursuivre. Durant plus de 11 ans, il remonta les rameaux de cet arbre jusqu'à ses ultimes feuilles. Puis vint 1940. Le Blitz frappa Londres. L'entrepôt où reposaient les biens de Watson fut partiellement détruit. De son mobilier, il ne resta presque rien. Seule une armoire et la fameuse malle en fer blanc, cabossée, mais intacte.
L'administrateur mourut en 1942. Son fils, estimant ce devoir inachevé, demanda à reprendre l'affaire. Le tribunal l'y autorisa. Il obtint le délai maximal, 30 ans. Il reprit les recherches. En 1952, il identifia une branche secondaire, Margaret Watson, mariée à un ingénieur français, ayant travaillé jadis sur les projets des égouts de Londres. En 1957, il frappa à la porte d'une petite ferme française. Mon grand-père, Louis, l'accueillit. Un homme simple, taiseux, qui ne parlait pas un mot d'anglais, et n'avait jamais entendu le nom de Charles-Cott. L'administrateur l'aida dans ses démarches. Louis reçut un peu d'argent, une armoire et une vieille malle cabossée. Il la monta au grenier, faute de comprendre ce qu'elle contenait. Il y oublia. Elle y dormit paisiblement, sous les toiles d'araignée, pendant 65 années. C'est en vidant la maison familiale, après la mort de mon père, que je la redécouvris. Je l'ouvris, et sur l'un des documents, je lus un nom, Sherlock Holmes. Je crus à une coïncidence. Puis, j'en vis un autre, et un autre. Le doute n'était plus permis. Il m'aurait été facile de vendre ce trésor à un collectionneur. Mais j'ai été élevé dans des valeurs simples. Je ne manque de rien. Et surtout, j'ai compris l'effort considérable qu'il avait fallu pour que cette malle parvienne jusqu'à moi. Alors non, je ne la vendrai pas. Je vous la raconte. Régulièrement, je vous lirai une de ces histoires oubliées, issues des papiers de John H. Watson. Des récits inédits sur les affaires précoces, tardives, délicates, mystérieuses ou trop dérangeantes pour être révélées en leur temps. Des aventures où le brouillard nimbait non seulement les rues de Londres, mais aussi les cœurs et les consciences. Et puisque tout commence par un étrange hasard, Sherlock Holmes mourut en 1957, la même année où mon grand-père reçut la malle. Coïncidence ou simple logique holmésienne?